de la recolonisation des pays africains. Ah, ben, vous avez bien compris. Ouais. Ben, c'est plus que la recolonisation. D'abord, je voudrais revenir sur votre thème. Ouais. C'est-à-dire que le thème, littéralement. Oui. Nous y sommes, hein? Nous y sommes. Mais je voudrais littéralement, est-ce qu'on peut être un modèle? Est-ce que les pays européens sont des modèles pour nous? Bon, M. Ngos, quand vous dites pays européens, vous parlez de quel pays? C'est important. Oui. Quel pays? Historiquement, l'Europe, ça a été quoi? L'humanisme. Je dis, mais les valeurs européennes, hein, oui. Ils se sont définis comme ça. Ça a été l'humanisme. Ça a été la démocratie. Ça a été les libertés. Ça a été l'industrialisation classique. Oui. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe. C'est ça que l'Europe a longtemps vanté aux pays africains. C'était les États-nations. Très bien. L'humanisme, les libertés, la démocratie. Dans le cas des États-nations, maintenant, l'industrialisation classique, hein, qui a débouché sur l'esclavage, sur la colonisation, sur la colonisation, et, n'est-ce pas, c'est ça l'Europe, les valeurs qu'on nous vantait. Oui, oui. Puissance économique, puissance militaire, puissance géopolitique. Mais les démocrates, il n'y a plus rien de tout ça en Europe. On va tout ce modèle de quoi? Parce que c'est avec ça qui nous ont fascinés. Oui. N'est-ce pas? Qui nous ont fascinés. Tout ça n'existe plus en Europe. L'Europe, il n'y a plus d'État-nation. Quand vous voyez un monsieur comme Macron à la tête de la France, c'est fini là. C'est-à-dire, monsieur Macron est le... J'ai déjà dit ici que Macron, c'est une propriété privée de Rothschild. Je l'ai dit ici, c'est pas que les gens comprennent ce que ça veut dire. Hein. C'est un bien. C'est-à-dire, mais comme monsieur Macron, c'est un bien qui appartient à Rothschild. Comme vous avez un téléphone portable, c'est votre bien. Vous voyez ça là? Le portable, vous pouvez le mettre dans votre poche le matin, quand vous sortez. C'est comme ça que M. Macron est. Mais si c'est vrai pour la France, imaginez pour d'autres pays européens. Il n'y a rien. L'Europe, ce sont pour les démocraties. Aujourd'hui, les populations européennes, qui avaient une certaine condescendance, le constatent aujourd'hui. Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus l'humanisme, plus que maintenant ils vous disent qu'ils veulent le transhumain. L'humanisme, c'est une calamité pour eux. Ils veulent le transhumain. Oui, le transhumanisme, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Il n'y a plus la liberté. Tous les États européens sont en état d'urgence, sont en état d'exception. Et ils vous ont dit, par la voix d'Attali, qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Le retour à la normale voudrait dire que tout le monde se vaccine. Et tant que tout le monde n'est pas vacciné, pas de retour à la normale. Moi, je pose, permettez-moi de vous envoyer votre question. Oui. On va alors suivre, c'est le modèle de quoi? Quel modèle? Puisque l'Europe n'est plus l'Europe qu'on a connue. En tout cas, nous avons été le modèle de l'Afrique. L'Europe elle-même, c'est un espace esclavagisé. Ah, il faut le dire. Les Européens sont des troupeaux d'esclaves dans les mains de leurs globalistes, coiffés par les 13 familles. Et dont la figure emblématique que j'aime citer s'appelle les Rothschild. Donc, il faut faire cette précision-là pour dire que nous, on répond à votre question. Hein. Du coup, non. Il ne peut pas être un modèle. Oui. Il ne peut pas être un modèle. Nous ne sommes pas des globalistes. Nous travaillons pour détruire les globalistes, pour les anéantir sur cette terre, par tous les moyens. Ça, c'est notre projet. Nous sommes des humains, M. Ngos, nés d'un homme et d'une femme. Oui. Il n'est pas question pour nous d'être un jour transhumains. Donc, vous voulez qu'on va planter un modèle là-bas. Il n'y a aucun modèle à copier. Sauf pour les sous-mondialistes de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains qui sont des mondialistes de 2e classe, de 3e, 4e, 5e classe. Que 5e zone. Oui, de 5e zone. Et des dirigeants, des ministres, ce que vous appelez intellectuels. Tous ces gens-là, on n'est pas d'accord avec eux. Ils nous font la guerre. Et nous aussi ne cachons pas, on leur fait la guerre. C'est la guerre. Parce que ce sont des mondialistes, globalistes c'est-à-dire de sous-main. Relais des vrais mondialistes globalistes. Bon, vous imaginez donc que si, comme nous avançons à grands pas dans notre projet, une fois qu'on a terminé avec les vrais globalistes, les sous-globalistes, comment faire quoi? Ils disparaissent d'eux-mêmes. Hein. Ils disparaissent d'eux-mêmes. Et les gens comme le Tshisekedi et les autres, disparaissent d'eux-mêmes. Quand je dis ça, je reviens sur le consensus. Il y a quelqu'un qui a donné un terme pour qualifier le sommet de New Deal là. Oui. Il appelle ça consensus de Wall Street. J'ai beaucoup aimé ça. Vous savez, il y a eu le consensus de Washington. Oui. Ça n'a pas donné tous les résultats. Les pays escomptés ont été résilients quand même, tous ces consorts. Au contraire, même ça a même fédéré. Au contraire, ça a créé le terreau du panafricanisme, qui est la bête noire des Rothschild.
comme le dit le représentant, M. Macron, et tous les rapports des services. Je vous rappellerai d'ailleurs qu'il a été dit hier que certains leaders d'opinion africains ont surfé sur les ratés de la vaccination pour vilipender justement le vaccin sur le continent. C'est ce qui a été dit hier par Emmanuel Macron. Il faut quand même pas oublier. On s'adresse à qui? Allez savoir. Vous avez tout compris. Donc, Wall Street, c'est-à-dire le consensus de Wall Street est différent un peu du consensus de Washington. Je vais approfondir ça. C'est moi qui qu'on va analyser. Non, il faut analyser. Comme toi, tu es un brillant analyste, sauf que tu utilises un langage très argotique. Non, oui, très imagé, qui est très pédagogique. Et en cela, tu le dépasses aussi, M. Simon. Nous, on n'a dit pas fait comme toi, c'est Simon. Voilà. Donc, je tente de dire que il faut insister là-dessus. Oui. Le consensus de Washington a débouché sur des ajustements structurels. Quoi qu'on dise, malgré tout, ça n'a pas mis les États africains, ça n'a pas tué tous les États africains. Au contraire, les populations ont retrouvé, comme on dit par l'absurde, une capacité d'initiative. Oui. Et de résilience. Et de résilience. Qui a amené les États africains, certains, n'est-ce pas, à mettre en place des politiques étatistes, il faut dire ça, des politiques souverainistes, au niveau par exemple de la reprise des secteurs stratégiques de leur économie. Si vous mettez de côté, si vous couplez ça avec les dynamiques souverainistes et panafricanistes, mais c'est grave. Ça, c'est au niveau interne africain. Maintenant, au niveau de Washington, au niveau de l'Europe, le consensus de Washington est très affaibli aujourd'hui, pour ne pas dire, c'est-à-dire en voie de disparition, parce que si Joe Biden s'est autoproclamé président aux États-Unis, il faut le dire, il s'est auto-élu. Vous savez que c'est CNN qui a déclaré qu'il est président. Il s'est auto-élu, et alors nous parlons, les gens ne savent pas, on est en train de compter les voix. Hein. Est-ce que les gens le savent? Ah oui, en Arizona, on est en train de... On a commencé à compter les voix. Donc je vous dis, c'est une affaire qui n'est pas finie. Parce que la loi américaine est claire. S'il est établi que le vote a été truqué, on va aller sortir, d'abord il n'est jamais entré à la maison, on va aller sortir ce monsieur de son trou. Vous comprenez? Donc, c'était une parenthèse. Certes, Biden s'est autoproclamé président, mais il ne tient pas les manettes. C'est ça la vérité, monsieur. Donc, ça fait quoi? Il ne tient pas les manettes. Et l'Occident, l'incident d'Evergreen, on a parlé de on en a parlé de ça ici, la semaine dernière. Qui faisait perdre 10 milliards de dollars par jour aux mondialistes, aux Rothschild, aux mondialistes, 10 milliards par jour, allez évaluer, n'est-ce pas? Et la preuve du fait que Washington, les États-Unis, ne sont plus le cœur de lancement de la puissance de ces gens. Il faut le rappeler, il faut le dire, il faut bien me suivre. Leur base maintenant, c'est la Chine. C'est ce que tu avais dit, moi la Chine, je fais attention. Il faut faire attention. Ah, ça, je suis d'accord. Leur base maintenant, c'est la Chine. C'est vrai que les patriotes chinois se battent contre ça. C'est très vrai. Mais pour l'instant, le Parti communiste chinois est dans les mains des banquiers internationaux. Oui. Ils se battent là-dessus. Or, quand vous regardez, à partir d'Evergreen, les évolutions qu'il y a dans le monde, les peuples qui prennent conscience de cette affaire, qui résistent, qui refusent leur projet, et qui, en refusant cette pandémie inventée et fabriquée de toutes pièces, rejettent en même temps l'ordre globaliste et son projet de gouvernement mondial. Mais il reste quoi au Rothschild? Qui convoque quoi au Rothschild? De se centrer où? Sur l'Afrique. Et quand vous regardez l'Afrique du Nord, on a tué Kadhafi, on est d'accord? Oui. Bon, vous connaissez un dirigeant d'Afrique du Nord qui s'oppose aux mondialistes? Pas du tout. Dans une certaine mesure, l'État algérien, et qu'on a voulu détruire, avait un faux printemps qui a débouché sur la mort du président, la mise on a chassé. La mise à l'écart de Bouteflika, de l'Aziz Bouteflika. De Bouteflika. Heureusement que l'armée historique d'Algérie... Plus tard, il faut me dire que ce sera plus tard. Plus tard. L'armée historique d'Algérie tient quand même les manettes encore. Tient les manettes, heureusement. Mais le Maroc, vous avez la terre du Maroc, un parfait mondialiste globaliste. Un Rothschildien de haut niveau. Mohamed VI. Mohamed VI, le roi du Maroc. Vous avez en Égypte, le maréchal égyptien, lui, tout son problème, c'est qu'on lui garantisse l'aide des dollars. Tant que les dollars circulent, c'est comme le cul, il tire. Dès qu'on dit tire ici, il tire seulement. Il tire. Plus vite que son nombre. Non, il tire. C'est-à-dire que lui, son problème, c'est qu'on garantisse, n'est-ce pas, à l'armée égyptienne, sa suprématie sur l'Égypte. Voilà le monde. Pour le reste, là, lui, c'est comme un mercenaire.
entre guillemets, j'ai du respect quand même pour lui, à ceci, je n'ai rien contre le président égyptien, mais j'ai fait une analyse claire. Donc, si Macron paie bien, comme le tire, si le Rocher paie bien, il tire. Donc, ça l'Égypte, quand la fille est partie, vous descendez maintenant, quand vous avez fini ça. L'intersection entre le Maghreb et l'Afrique, et l'Afrique centrale, c'est quoi? C'est pas le Sahara? C'est le Sahara. Bon, quelle est la situation du Sahara? Le Sahel? Compliqué. Terrorisé. un chaos. Et maintenant, le roi du Maroc veut entrer dans la CEDEAO. Ça fait des années d'ailleurs que c'est son projet. Il lutte pour ça. Oui. Et dans la CEDEAO, vous avez l'UMOA que Macron a réussi à amener dans l'écho. Il reste maintenant à amener dans ce projet le Nigeria et le Ghana, le Libéria. Et même le Libéria, et même dans une certaine mesure la Guinée-Conakry. Et il est dans cette bagarre-là pour les amener là-dedans. Donc une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest est carrément sous l'emprise des mondialistes. Écoutez bien, des mondialistes. Et le Nigeria est très affaibli, parce que le Nigeria est en quasi-guerre civile. Et aujourd'hui, il est démontré, c'est établi, que ça a été une programmation, c'est-à-dire bien montée pour arriver à cette situation. Le Nigeria, pratiquement, a dit en guerre civile. Le Ghana, contrairement à ce que les gens pensent, son président est très assujetti à la Cité de Londres. Ouais. Les gens ne le savent pas. Oh, si. Le pays est très assujetti à la Cité de Londres. Donc, ça veut dire que qu'on ne fonde pas beaucoup d'espoir en termes de résistance sur l'élite politique ghanéenne, je dis l'élite politique ghanéenne, qui très rapidement, si les conditions sont réunies, peut basculer du côté des mondialistes. Claire. Il reste quoi, l'Afrique centrale? Monsieur Ngo, vous faites seulement de ne pas voir. Pourquoi les gens ne voient pas que les présidents africains d'Afrique centrale ont refusé de reconduire les accords de France CFA? Vous refusez de voir ça, pourquoi? Pourquoi les gens ne prennent pas ça à la mesure? Nous le disons tous les jours. Non, je préfère de le dire. Oui, donc, le continent où les Rothschild ont les capacités d'agir très très rapidement à cause des acquis historiques qu'ils ont en termes de présence sur le terrain à travers les pays comme la France, tout ce que vous voulez, mais c'est le continent africain. Ils ont en partie l'Afrique du Nord, je dis bien en partie. Ils ont pratiquement une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, on met le Nigeria. Et l'Afrique australe, on ne va pas également dire que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est déjà entre l'heure et la Tanzanie, ça c'est quelque chose, c'est un secret de Polichinelle. Voilà. L'Afrique du Sud, même le Botswana que vous admirez tant. Oui. Eux-mêmes, c'est même très grave. Le Botswana, vous admirez tant. La Tanzanie, c'est déjà fini. C'est clair. Voilà, donc vous voyez. Donc, même le Mozambique, on est en train de faire la pression. Tout le monde est en train de voir comment Total est en train de faire. On fait une pression extraordinaire de retirer ce grand projet, n'est-ce pas? Quand on dit si, c'est beaucoup tu t'alignes. Donc, vous regardez au niveau de l'Afrique centrale, des chefs d'État ont refusé de reconduire les accords de France CFA. Vous avez vu le comportement de ces présidents lors de la mort du président Déby. Oui. Mais les gens ont voulu dire que non. Qui va encore parler maintenant? Vous avez vu maintenant au sommet de Paris, là maintenant, il y a combien de chefs d'État d'Afrique centrale? Ce n'est pas le hasard. Le président Cameroun se fait représenter par son ministre des Finances. Ça veut dire que ça veut dire que c'est un sous-niveau en diplomatie, c'est un très sous-niveau de représentation. C'est un sous-niveau, c'est un message. Quand il se fait représenter dans un sommet de cette dimension par son ministre des Finances. Le président de Guinée-Équatoriale n'y est pas allé. Le président centrafricain n'y est pas allé. Sassou Nguesso y est allé. Bon, on dit président de la CEAC, parce qu'il est président de la CEAC, oui. Mais c'est ce qu'il dit là. Vous voyez. Donc vous voyez que ce sommet, comme vous l'avez dit, il faut qu'on voit très bien les enjeux sur le plan économique. Donc on remplace le consensus de Washington par voici. Je l'ai dit, c'est clair. Cette fois-ci pour la recolonisation de l'Afrique. Disons les mots, je répète, à dessein. Oui. Financiariser le développement. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit qu'on financiarise le développement, c'est quoi? Ça veut dire que l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie qui vous permet, vous, de vivre normalement, d'être maître d'un ensemble de ressources qui vous permet de vous reproduire au quotidien, n'est plus sous votre contrôle. C'est-à-dire que tout c'est l'argent. C'est-à-dire que tout c'est l'argent. Vous êtes un stock financier. Vous êtes un stock financier. Vous êtes évalué, vous valez, on vous évalue à 5 000 milliards. Oui. 5 000 milliards. Écoutez bien, on vous donne 5 000 milliards, par exemple, mais c'est pour en récupérer 30 000 milliards. On vous donne 5 000 milliards, on en récupère 30 000 milliards. Oui. Sur un temps très long, court, moyen et long terme sont mélangés dans l'affaire. Oui. On prend tout ça. Vous ne vivez que pour rembourser cet argent. On dit financiariser le développement, ça veut dire. En retour, je répète ça, il faut que les Africains comprennent. Alors, ce n'est pas seulement l'eau.
l'électricité, c'est-à-dire qu'on veut prendre. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on vend tout. Il est question d'arriver à un niveau dans les pays africains où vous ne ferez plus un enfant naturellement. Vous devez acheter un enfant. On va créer des laboratoires où vous allez justement donner l'argent pour avoir un enfant. Nous en avons parlé d'ailleurs du jeu. J'espère seulement qu'on nous suit tous les matins. Tout ça est déjà prêt. C'est-à-dire que vous devez accepter, pour vivre, de ne plus être un être humain tel que nous l'avons connu hier. C'est pour ça que Macron vous dit il faut vacciner 40% d'Africains avant la fin de l'année. C'est pas pour rien qu'on choisit 40%. Pourquoi pas 10%? Pourquoi 40%? Les vaccins là, et maintenant, ce sont les anciens de Pfizer qui le disent. Les anciens de Pfizer qui le disent. Que quelqu'un qui est vacciné peut te contaminer, toi qui n'es pas vacciné. C'est pas vous comprenez. On vous comprend parfaitement, président Adekeli. Celui qui est vacciné peut contaminer celui qui n'est pas vacciné. Donc quand les gens vous disent qu'il faut à tout prix que 40% de la population africaine soit vaccinée, ce n'est pas pour atteindre l'immunité collective. L'immunité collective, on l'a déjà. On l'a déjà. C'est pour atteindre un niveau de non-immunité collective, qui permettra, n'est-ce pas, justement, d'entraîner un cycle de développement de la non-immunité qui fera que, sur la 40% d'une population vaccinée, on peut avoir 85% d'une population qui n'a plus d'immunité. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis pas médecin, mais je vous dis des choses que des médecins peuvent confirmer. Je vous dis que les anciens gens de Pfizer vous disent aujourd'hui, c'est clair, il y a des vidéos, en dehors des vidéos, les documents, moi j'ai fait des recherches, on travaille, que les vaccins, ces vaccins-là sont contagieux. Si quelqu'un est vacciné, et que toi tu vas vacciner, il peut te contaminer, il te donne la maladie. Quelle maladie? C'est ce qu'ils appellent coronavirus. Mais la vraie maladie, eux seuls savent. Hein. Oui. Le coronavirus, eux seuls savent ce qu'il y a dedans. Il peut te contaminer. Donc vous imaginez donc que le projet d'avoir 40% de personnes vaccinées en Afrique jusqu'à la fin de l'année vise en réalité à démanteler les capacités du continent en immunité collective. Ce qui a permis que malgré tout ce qu'ils ont prévu, ça va marcher sur le continent. Vous voyez qu'ils dorment, ils ont prévu, ils voient que tout ce qu'ils ont prévu n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la prochaine fois, ça marche. Et pour ça, il faut donc démanteler les capacités immunitaires du continent. C'est là qu'il s'agit, mon cher mon cher gars. Je finis avec le plan de tirage spécial. Tout à l'heure, vous avez insisté dessus. C'est quoi un plan de tirage spécial? C'est la planche à billets. Pourquoi on refuse aux États africains le droit d'avoir une planche à billets, d'en jouir, et on donne le monopole au FMI? C'est quoi? Macron allait même plus loin. Hein. Il a dit que l'argent, les 650 milliards de dollars, là, sont insuffisants. C'est lui qui l'a dit. J'ai la lettre ici. C'est lui qui l'a dit. Hein. Il dit que c'est il faut aller plus loin. Il demande même qu'il faut que le FMI vende même ses stocks d'or pour alimenter, n'est-ce pas, ces décaissements. C'est ce qu'il dit, le Sengos. Les pays africains n'ont-ils pas de l'or? On en a. Quels sont les pays où on a plus d'or que les pays africains? Aucun. Donc, on a l'argent, non? On a l'argent. Pourquoi on nous empêche donc de rétablir le lien entre la production d'or et la planche à billets? Vous riez, pourquoi vous riez? Pourquoi on refuse ça? Et on autorise, on permet au FMI seul d'avoir ce monopole. Et au moment venu, on dit, un agent du système de globalisme est là pour dire que non, je suis très généreux. Je vais demander au FMI de faire le droit d'utilisation spécial pour financer les pays africains. L'Afrique centrale, c'est rien, c'est 24 milliards qu'on attend, de dollars. Il y a 34 milliards pour toute l'Afrique, et nous, c'est 24 milliards de dollars. On dit, ok, planche à billets. Mais pourquoi les États africains ne peuvent-ils pas justement déclencher ce phénomène de planche à billets et se financer, mon cher gosse? Parce que c'est autre chose qu'on cherche. J'ai souligné la dimension pour le Soudan. Vous venez au Soudan, peut-être vous insistez sur le Soudan. Le projet est clair. La France, la France a été condamnée. C'est moi qui insiste, hein, il faut éclairer la lanterne des Africains. La France a été condamnée pour avoir financé Paribas. Très proche de l'État français, a été condamné à une amende de 6,6 milliards d'euros pour avoir violé l'embargo états-unien et financé la guerre du Darfour. Vous voyez l'enjeu qu'il y a là-bas? Justement. Il faut d'abord lever cette condamnation. Deuxièmement, le projet est clair. Paris veut transformer sa dette à l'égard la dette du Soudan à l'égard de Paris
En financement. En ce qu'ils ont fait ici au Cameroun. Contrat désendettement. C'est ça qu'ils veulent faire. Le CDD. CDD. C'est le même projet qu'ils veulent faire. Oh, c'est grave. C'est-à-dire que le CDD, c'est que... c'est pas possible. Contrat de développement et désendettement. Non, la réalité, c'est quoi? C'est que vous, on dit que vous êtes endetté. Et ce n'est pas une dette, c'est votre argent. Dans le cas de France, c'est l'argent des Africains. Maintenant, la France vous donne, ça veut dire qu'elle vous endette. Maintenant, quand elle transforme ça en contrat désendettement, machin... Oui, le contrat de désendettement et de blanc. Oui, que j'ai le mal à penser ça. Et c'est pas C2D. C2D. Quand elle transforme ça en C2D, oui, vous remboursez la dette qui est logée dans un compte géré par la France. On dit paritairement avec le pays compté, mais c'est faux. Géré par la France, qu'est-ce qui se passe? La France prend cet argent, donne les contrats à cette entreprise pour venir construire des infrastructures chez vous. Mais c'est le crime absolu, monsieur Ngous. C'est le projet là qu'on veut faire au Soudan. Et je terminerai en disant aux Africains de prendre au sérieux les projets d'assassinat des présidents de la sous-région. Il faut que les gens prennent ça au sérieux. Très, très au sérieux. Je le répète, depuis je parle à mon deux visions, monsieur Macron, aujourd'hui, le plan qui est en place, ça a été assassiner le président Déby, assassiner le président camerounais, assassiner le président centrafricain. Donc le président, j'allais oublier, le président de la Guinée équatoriale, n'est-ce pas, les assassiner. C'était dans son plan, c'est ça l'enjeu. Le mercenaire qu'on a attrapé en République centrafricaine. Tout l'enjeu de son arrestation est là. Et vous voyez Paris en train de dire qu'on le libère à tout prix, quel que soit ce qu'il a fait. Nous espérons que les autorités de Bangui ne vont pas commettre cette erreur. Ils ont déjà des miettes. Voilà, de le libérer. De perdre ce cadeau qui vient du ciel. De perdre justement ce cadeau qui vient du ciel. Continuons justement à donner des informations à nos téléspectateurs ce matin. Que quand Dieu décide